Bonjour à toutes et à tous. Un salut chaleureux au public qui nous accompagne et à la bande que je suis heureux de retrouver. Salut les amis. Nathalie Lesage, on peut rappeler que tu es journaliste, que tu as un regard décalé. Tout ça. Et passionnant sur l'art. Voilà. Le boss est avec nous. Fabrice Bousteau, directeur de Beaux-Arts Magazine. Margot Bétou, la mémoire vive, le disque dur. Salut les amis. Émission. Ça va Margot? Ouais, et toi? Évidemment. Et Charlie Vaudou. Salut Charlie. Hello. Avant d'accueillir sur scène Guillaume Gallienne, on va commencer par le mot du jour, celui avec lequel on commence chaque émission. Nathalie? Couleur, parce qu'on en a grandement besoin et on va régler ça, vous allez voir. Margot? Provence, puisque tu manques de couleurs, et parce que c'est une terre d'inspiration. Fabrice? Mathématiques, parce que ça permet de créer des hallucinations. Et des objets géométriques également, on en parlera avec Paul Cézanne. Charlie? Le doute. Je suis en plein questionnement en ce moment. C'est pour ça que je savais pas quoi genre, un pantalon ou un t-shirt. Du coup, j'ai mis une robe. C'est beaucoup plus simple. Et c'est rouge. Et je pense à Anne Sylvestre totalement qui chantait ça. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. Bravo! Et notre invité, justement, il connaît la chanson par cœur. Je le regardais fredonner dans les coulisses. C'est un immense comédien, réalisateur, metteur en scène, auteur. Il publie Le Buveur de Brume. Guillaume Gallienne, de la Comédie Française, est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour, Et merci. bienvenue, je vous présente le public et la bande de la Grande Galerie francophone. Bonjour. Le Buveur de Brume. Bonjour. Bravo. C'est le récit d'une nuit invraisemblable que vous avez passée au musée de Tbilissi en Géorgie à la recherche du portrait de votre arrière-grand-mère, une princesse dont on va parler. C'est une histoire fascinante qui parle d'un tableau absent, d'une absente. Et on va comprendre pourquoi vous avez été à sa recherche. Mais on va commencer avec la première question. C'est un rituel dans l'émission. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie, Guillaume Gallienne ? Il apporte une fenêtre sur le monde que je trouve plus vrai que ce que je peux en voir ailleurs. Plus singulier, plus... certes subjectif, mais justement, grâce à la subjectivité, c'est plus en profondeur. Alors, on va parler de Guillaume Gallienne, spectateur en l'occurrence, quand on vous a demandé quel tableau vous inspirait, vous accompagnait, était dans votre imaginaire. Vous avez cité le français Pierre Bonnard, Le Boxeur. C'est un tableau qui apparaît à l'écran. C'est un autoportrait de l'artiste qu'il a peint en 1931. Qu'est-ce qui vous touche dans ce tableau ? Mais je trouve ça assez bouleversant. Ce type avec ses petits poings qui, comme s'il était prêt à combattre, mais qu'il en était incapable et qui se savait incapable. Avec ses petits poings, il ne fait pas le figure. D'ailleurs, même sa figure, elle est peu visible, elle est dans l'ombre. Et puis le sens du cadre chez Bonnard, parce qu'il y a déjà eu la photographie, il y a déjà eu le cinéma, et donc il s'inspire du cadre de la photo pour révolutionner le cadre en peinture. Et il n'y a pas de réalisme dans cet autoportrait, il y a comme une forme de vibration. On a l'impression que le tableau est vivant. C'est l'effet du miroir. Après, toute la question de l'autoportrait, moi, m'intéresse dans la soi-disant objectivité qu'il faudrait avoir. Ce qui m'intéresse, c'est le temps qui se passe entre le moment où on décide de poser une image, une couleur, de façonner quelque chose du soi dans le miroir et la réalité. Ce temps-là m'intéresse parce que je me demande ce qui se passe pendant ce temps-là. On voit bien qu'il n'est pas en train de se peindre un pinceau à la main. Il se figure. Ça m'intéresse comment les gens se figurent, parce que parfois, on se figure tellement mal. Et vous avez toujours aimé les musées ? Oui.
Oui, Toujours. non, parce qu'on connaît beaucoup d'enfants et on en a tous été d'ailleurs à un moment ou à un autre. La plupart d'entre nous, il fallait nous traîner au musée. Et vous, les musées, vous dites qu'ils regorgent de trésors d'humanité, ils vous fascinent. J'aime m'autoriser à passer du temps devant une œuvre et même y revenir une fois ma visite terminée. Ah oui. Oui, Ah oui, j'adore faire ça. Oui, j'adore pouvoir regarder, puis d'un coup me dire, oh, quand même celle-là, j'y reviens, et j'y retourne. Ah, j'adore ça, oui. Vous avez une formation classique, mais vous avez fréquenté énormément les musées. Qu'est-ce que vous avez appris dans les musées que vous n'avez pas appris à l'école? Oh, bonne question. Que mon temps était juste. explication de texte. Eh bien, que ma temporalité face à une œuvre, j'avais le droit d'en disposer. Je n'ai jamais perdu mon temps dans un musée, je l'ai toujours pris. Ah, c'est pas mal. Fabrice? En vous écoutant parler des musées, vous avez aussi une fascination réelle pour un groupe d'artistes qui s'appelait les Ambulants. Ouais. Au 19e siècle, en Russie, on les appelait les Ambulants parce qu'ils partaient sur toutes les routes de Russie Oui, ou les avec leurs itinérants, œuvres. ou les itinérants, ça dépend en fait des traductions, on dit les deux, oui. Voilà, Et- itinérants, et qui faisaient une peinture très réaliste, parfois presque un peu obscène. Je pense à la rétrospective qu'il y a eu au Petit Palais il y a 2 ans de Ilya Repin. Ah, Répine, c'est sublime. C'est- Alors obscène, c'est un grand mot. C'est drôle de dire obscène, mais c'est intéressant. Pourquoi pas obscène? En fait, leur but, c'est On les voit à l'écran, ouais, c'est Kraskoï qui a eu l'idée, qui a eu l'idée. C'est un courant qui est allé aussi dans la littérature et tout ça. Ce sont des artistes des artistes peintres en l'occurrence, qui ont décidé d'aller contre le portrait académique de cours, qui était la seule chose qui existait à l'époque, pour raconter la Russie, la slavitude, tout ça, dans sa vérité, dans son immensité. Dans sa diversité également, et non pas seulement dans son aristocratie. Et dans sa rudesse. Donc, en effet, pour aussi dénoncer les inégalités absurdes qu'il y a toujours, pour raconter la dureté de la vie, pour raconter tout ça. Donc, l'obscénité, oui, je comprends. Et je disais aussi obscène par rapport à votre métier de comédien, parce que c'est obscène, l'étymologie, c'est mettre sur la scène. Ouais. Et donc, on met la réalité. Il retombe sur ses vagues. Fabrice, alors oui, alors obscène, oui. Quand même c'est toujours très pudique. raconté, c'est très. Non, mais c'est surtout c'est des mises en scène. En effet, vraiment, c'est très mis en scène. Mais c'est une peinture, oui, que j'aime beaucoup, qu'on ne voit pratiquement qu'aujourd'hui à la Tretiakov de Moscou ou au musée russe de Saint-Pétersbourg. C'est d'ailleurs pour ça que très peu exposée ici, d'ailleurs, d'où l'importance de cette exposition dont parlait de Répine, Fabrice. au Petit Palais, qui était vraiment extraordinaire. Donc les itinérants, en tout cas, c'est passionnant de vous entendre en parler. On va dans un instant filer vers Tbilissi, la Géorgie, à la recherche de ce tableau que vous êtes allé vous-même rechercher. Mais d'abord, chaque semaine, la bande de la Grande Galerie francophone fait le tour de l'actualité. C'est la claque artistique. Jingle. On commence avec toi, Nathalie, la claque de la semaine. Avec joie. Moi, c'est une claque inspirée par mon blues saisonnier. Car sachez-le, révélation, j'ai beau être canadienne, sachez que je déteste l'hiver. Comme on dit chez moi, j'haïs l'hiver, parce que c'est gris. Donc, on a besoin de couleurs. Je nous prescris une dose de couleurs. D'ailleurs, merci Charlie d'en injecter avec moi sur ce plateau. Avec l'artiste Morag Myerscough, qui est une artiste iconique et britannique qui transforme les espaces publics en lieux de vie et de joie collective. Et quelle tâche ingrate que de choisir certains de ses travaux, parce que choisir, c'est renoncer. J'aurais voulu tout vous présenter, mais bon, puisqu'on est limité, je me lance. Premier chantier, Love Letters, qui a été présenté à la Courneuve pendant les Jeux olympiques de 2024. Ça faisait partie des Olympiades culturelles. Et ce qui était extraordinaire avec cette installation-là, c'est que les habitants du quartier sont venus porter des lettres d'amour, des mots d'amour. Donc, c'est une œuvre collective et colorée. Chantier numéro 2, installation numéro 2, c'est son installation au festival Coachella. C'est énorme. C'est génial. Écoutez, moi, j'ai passé l'âge... C'est un festival de musique, mais c'est enfantin, joyeux. Non, mais j'allais dire, moi, j'ai passé l'âge de me masser dans la foule
troisième installation, et c'est ma préférée. Rappelez-vous, on a parlé d'art-thérapie avec Isabelle Carré. Moi, je vous propose évidemment la couleur-thérapie. Et c'est quelque chose qu'elle a fait pour le Sheffield Children's Hospital. Donc, c'est pour des enfants malades. Elle a décoré tant les chambres que l'extérieur. Donc, pour redonner de la vie dans la vie de ces enfants-là. Dans le quotidien des enfants. Exactement. Donc, à consommer sans modération cette morague pour se remettre de la mine dans le crayon. De couleur, évidemment. Merci. Merci Nathalie. Fabrice, ta claque de la semaine? Ma claque de la semaine, c'est imaginez, Guillaume, des escaliers qui montent et qui descendent et qui mènent à nulle part. Des oiseaux qui se transforment. Bah, c'est cher. C'est C'est cher. j'adore. Bien joué, bravo. C'est le maître absolu de l'illusion. Donc on peut voir une exposition extraordinaire et la première en France à la Monnaie de Paris. Wow. Et Escher, donc, qui est né en 1898, mort en 1972, obsédé par la science et qui passait des mois et des mois et des mois pour réaliser chacune de ces images qui défient la gravité. D'où les mathématiques. Exactement. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, il était adoré par les scientifiques et détesté par le milieu de l'art. Ah oui? Au point qu'il vivait complètement dans le dénuement. Il avait tellement un manque d'argent qu'avec les coupures d'électricité, il avait inventé, comme c'était un géotrouve-tout, une sorte de machine pour capter la lumière de la Lune et pour pouvoir s'éclairer la nuit. Génial. Et patatras, qu'est-ce qui arrive? Les années 60, les beatniks. Oui. Et les beatniks adorent Escher, trouvent ça absolument génial. Alors ils le plongent, ils reproduisent les images, ils le plongent dans l'acide, ça devient hyper coloré. Escher déteste ça. Mick Jagger est absolument fasciné. Il écrit une lettre mémorable et très longue à Escher pour lui demander de faire la couverture de du prochain album des Stones. Escher refuse. Mais l'histoire continue après, puisque les Pink Floyd s'inspirent d'Escher pour créer un morceau de musique, que Christophe Nolan cite Escher dans régulièrement son film Inception, que Gondry fait un clip pour les Daft Punk avec Escher. Donc c'est un artiste fascinant, vraiment, allez-y, c'est génial. Et c'est unique. Ça vous parle, Guillaume? Non, c'est qu'il met le doigt sur la mise en abîme, qui est forcément une question que l'artiste doit se poser. Évidemment, on doit se poser cette question de la mise en abîme. Expliquez-nous ça, la mise en abîme. Ben, la mise en abîme, elle peut être autant sur la question de la vérité, sur la question de la temporalité, sur finalement quel temps j'habite, quelle vérité j'habite. Est-ce que c'est celle de ce présent-là où je joue quelqu'un d'autre, où je représente autre chose? Où est mon infini, où est ma limite? Et il y a des moments, on flirte un peu avec la frontière et puis on va voir un psychiatre, on prend des médicaments et ça se passe très bien. Mais voilà. Margot, ta claque? Moi, ma claque, c'est une vague qui est exposée au musée Guimet à Paris. C'est la vague la plus célèbre au monde. Exactement. L'exposition Manga Tout un art. Donc, c'est une exposition qui est destinée à toutes les générations. N'ayez pas peur. Pour les plus ados d'entre nous, il y a du One Piece, en veux-tu, en voilà. Ceux qui ont des enfants auront la ref, je pense. Mais il y a aussi cette fameuse vague de l'artiste japonais Okuzai que le musée a sorti de ses réserves pour l'occasion. Ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors, c'est une œuvre culte, même iconique, qui représente le mont Fuji et une vague très menaçante aux doigts crochetés, prête à engloutir les embarcations, qui a fait sa renommée mondiale. C'est la fierté des Japonais. Il y a eu plusieurs reproductions, donc toutes ne se valent pas, mais celle qui s'est vendue la plus chère, c'était chez Christie's il y a 2 ans pour 3 millions d'euros quand même. Donc voilà, c'est une œuvre culte. Elle a sa salle dédiée au musée. C'est vraiment un petit événement et elle est entourée de pièces qu'elle a inspirées, elle aussi. Donc, il y a une robe de Galliano avec une vague dessus. Il y a des dessins de Coco. Et puis, One Piece cite aussi régulièrement la vague. Donc, la boucle est bouclée. Le manga avec le petit pirate comme héros. Je ne sais pas si vous êtes un lecteur de manga, mais cette vague d'Okusai, vous comprenez qu'une vague peinte par un artiste japonais puisse inspirer partout dans le monde ceux qui la voient? Le beau n'a pas de frontières. Là, en l'occurrence, c'est la taille que prend l'éphémère par rapport à l'éternel derrière, qui n'est qu'un horizon tout petit face à l'éphémère qui prend trop de place, qui peut tout détruire. Mais moi, j'adore ça. Charlie? On va rester au Japon. Moi, c'est un créateur de mode qui s'appelle Yui Nakazato, qui utilise des matières organiques et à la fois la haute technologie, qui fait des créations qu'on peut porter complètement dingues. Voilà. C'est fabuleux. Il y a de tout dedans. C'est recyclage, c'est matériaux traditionnels japonais et en même temps vraiment la high-tech.
Eh ben merci. Pas de rien. Et Guillaume, vous avez été passer une nuit dans un musée dans la capitale géorgienne, dans la Grande Galerie nationale de Tbilissi. À quoi ça ressemble, juste pour qu'on ait une idée du bâtiment, avant d'y entrer? Alors, le problème, c'est qu'il y a eu donc un malentendu. Moi, j'avais demandé le musée national et on m'a envoyé là, à la Grande Galerie nationale. Ouais, donc, la Galerie nationale, qui est donc un bâtiment que les Russes tsaristes ont construit à la fin du 19e, à la gloire de l'armée russe. Vous pensez comme j'avais envie de passer la nuit là? Et donc, vous vous êtes trompé, et c'est ce que vous racontez donc, dans non, le c'est pas buveur moi qui me suis de trompé, brume. c'est eux qui ont... Oui, non, ils vous ont induit en Ils erreur. m'ont trompé et ils m'ont flanqué là. Il y a 2 salles. Heureusement, une des 2 contenait les œuvres d'un grand peintre georgien qui s'appelle Nino Pirosmani et que j'ai la chance d'aimer parce qu'il n'y avait que ça. Mais j'étais pas content. Mais dans le livre Le buveur de brume, ce qui est extrêmement fort, puissant et touchant, c'est que vous êtes allé rechercher un tableau, un portrait de votre arrière-grand-mère, la princesse Melita Cholokashvili. Sorine, le peintre, qui était l'élève de Répine et qui a été un grand portraitiste, notamment de l'aristocratie georgienne et russe, après à Paris. Et entre autres, il a fait Barbara Hutton, il a fait la reine d'Angleterre, il a fait tout le monde, mais il a fait ce portrait de mon arrière-grand-mère qui le détestait, et a raison, puisqu'elle a un air hautain qu'elle n'a jamais eu de sa vie. Et cette recherche, donc cette nuit Non, au mais musée... le portrait, je le connaissais, je l'avais déjà vu, moi. Vous ce l'aviez portrait. déjà vu? Oui, j'avais dit justement, puisque je ne peux pas aller à cause de la guerre, il est hors des questions que j'aille en Russie. Donc, Oui. j'ai choisi la Géorgie. Et je dis, quitte à ce que ce soit en Géorgie, autant que ce soit dans le musée où se trouve le fameux portrait de mon arrière-grand-mère. On me dit, le portrait est aux Beaux-Arts, les Beaux-Arts sont en réfection, maintenant toute la collection est au Musée national. Qu'à cela ne tienne, j'adore le Musée national. Donc, j'ai dit, très bien, emmenez-moi là. Sauf qu'ils m'ont collé dans la galerie et non pas le musée. Ils ont joué sur les mots et ils ont quand même mis le portrait de mon arrière-grand-mère le matin même. Ils l'ont flanqué dans un sas entre les 2 salles. Et qu'est-ce que vous avez ressenti en le voyant? Énormément de justement, colère. De la colère? Ah oui, j'ai hurlé. Pourquoi? Parce que j'avais rien à faire là. C'était pas ça le contrat. Et ça n'était pas le lieu non plus Et c'était pas d'exposer le ce lieu- tableau-là? Non, non, pas dans un sas, non. Et donc j'ai hurlé. Et il y a une femme très intelligente qui m'a dit, monsieur, je comprends votre colère, le musée national est tellement extraordinaire, il regorge de collections merveilleuses. Oui. Néanmoins, nous avons ici les toiles de Pirosmani. Et je dis, mais je le sais, je les ai vues, j'étais là en mai dernier, je l'ai vu. Mais la mémoire du peuple géorgien, elle n'était pas là. Et donc, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère n'avait rien à y faire. Non, mais elle a été très intelligente parce qu'elle m'a dit, mais est-ce qu'on vous a raconté Pirosmani? Je dis non. Elle dit, moi je suis fan, je peux vous raconter. Et elle m'a emmené, et puis voilà, c'était réglé. Évidemment que j'allais passer la nuit là. Donc j'ai décidé d'écrire un livre sur la colère. D'où me venait ma colère et qu'est-ce que j'en faisais. Et c'était surtout une façon, c'était un livre que j'ai dédié à mon fils. Oui. Et c'était une façon de dire à mon fils, en fait, les fois où j'ai pu monter dans les tours avec toi, tu n'y es pour rien. Et c'est incroyable parce que vous avez appris beaucoup de choses apparemment sur vous-même et votre fils, il est présent dans votre livre. Vous avez inventé des jeux d'ailleurs avec lui. Vous avez inventé des jeux pour qu'il s'amuse au musée. On sait que c'est pas toujours évident d'emmener un gamin au musée, mais il devait... Qu'est-ce qu'il devait faire? Je lui disais, va dans la salle d'après, choisis une œuvre et tu reviens et tu me mets les mains sur les yeux, tu m'emmènes devant l'œuvre et tu me la décris. D'accord. Alors au départ, l'enfant décrit avec évidemment ses mots à lui. Donc il va vous dire, il y a une libellule énorme. Et au moment où vous l'ouvrez, elle est où la libellule? Évidemment, elle est à sa hauteur d'yeux, donc elle est toute petite là. Mais surtout, au départ, et puis petit à petit, par les questions que vous posez, vous lui apprenez à décrire une œuvre. Donc au départ, c'est est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est petit? Puis est-ce que c'est en couleur ou noir et blanc? Donc vous lui apprenez à raconter une œuvre. Oui, et puis au fur et à mesure... Et à s'en emparer. Est-ce que figuratif, abstrait, premier plan, deuxième plan, perspective, enfin tout ça. Mais au fur et à mesure. Et sinon, il y a un autre jeu, c'est tu vas dans la salle d'après, tu choisis une œuvre, tu inventes un titre, tu reviens, tu me donnes le titre et je dois deviner laquelle c'est. Ouais. Et donc là, ça donne en effet, il y en avait une où c'était vous allez vous faire déchirer par maman. et donc j'arrive, c'était des natures mortes et je vois un moment une peinture hollandaise d'un chat
qui surprend 2 chiens qui sont en train de dévorer des saucisses et un gigot. Oui. Et donc, c'était Ah bah, tu vas te faire WTF, vous allez déchirer. vous faire déchirer par maman. Et puis, il y avait Rock'n'Roll Granny, ça, c'était la marquise de Goya avec les cheveux comme ça. Voilà, des trucs comme ça. Pour ceux qui nous regardent, c'est vraiment de très très bons conseils pour, allez, non pas réconcilier, mais pour faire aimer l'art et faire vivre l'art dès le plus jeune âge. Margot ? Vous êtes sociétaire de la Comédie Française, vous êtes acteur. Quels sont les liens entre le jeu et la peinture pour vous ? Alors, il y a parfois des peintures qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous donner des idées. Je dois avouer que quand j'ai découvert les primitifs flamands ou allemands, ça m'a énormément libéré sur les complexes physiques que j'avais. Vraiment ? Oui. Les primitifs flamands. Ouais. Les tronches, ils ont des tronches, mais dingues, des expressions de dingue. Oui. Et souvent, il y a quelque chose de polissé aujourd'hui. Alors, et je me suis rendu compte que non, évidemment, que la vie, elle avait le droit aussi d'être large, elle avait le droit d'être, entre guillemets, moche. C'était ce que moi, je m'affublais. Mais bref, qu'il y avait du beau dans le moche. Enfin bon, ça m'a aidé. Bref. La laideur est supérieure à la beauté parce qu'elle dure. Ce que disait Gainsbourg. C'est vrai. Ah, c'est génial. Je connaissais pas cette phrase. C'est génial. Elle est magnifique. Non, mais oui, donc parfois la peinture, parfois ça m'aide. Là, en ce moment, Richter, c'est vrai, à la Fondation Louis Vuitton, son travail sur le flou est génial. Le peintre allemand, Ouais, malgré la variété des manières qu'il a eu de peindre, vous, ce que vous retenez, c'est le flou. Ouais. Ah oui, parce que je me dis, ça, j'adorerais faire ça en jeu. J'adorerais, moi, essayer de travailler la même chose en jeu. Comment il fait ? On pourrait, par rapport au regard qu'on donne ou pas, par rapport à quelque chose qui n'est pas complètement en place, qui vacille sans en avoir l'air, à quelque chose de, je ne sais pas, peut-être à chercher. Je l'ai découvert là, l'autre jour. Des phrases qu'on n'arrive pas à terminer, par exemple. Ouais, par exemple. On va continuer à parler dans un instant de Paul Cézanne que vous avez incarné et de quelle manière à l'écran. C'est un anniversaire, 120 ans qu'il a disparu. Paul Cézanne est un immense maître sur lequel on avait envie de s'arrêter aujourd'hui. Mais d'abord, on va continuer ensemble, Guillaume, avec la Belgique, direction la Bouverie à Liège, qui organise actuellement une grande exposition consacrée à Robert Doisneau, au photographe Robert Doisneau. Vous n'avez pas les bases. Alex Vizorek vous dit tout, c'est le viseur expert. Et aujourd'hui, Robert Doisneau. Direction Liège, en Belgique, où on expose le photographe le plus connu des Français après le radar automatique. Son cliché le plus célèbre, évidemment, le baiser de l'hôtel de ville. Et on distingue assez facilement les comédiens des vrais Parisiens. Les vrais Parisiens, c'est ceux qui tirent la tronche sur la photo. Autre photo célèbre, le violoncelle sous la pluie. Et c'est drôle de se dire que Maurice Baquet protège son violoncelle parce qu'il pleut des cordes. Mais il n'a pas photographié que Paris. Il a même photographié la Belgique, ici, Gand, en 1970. Et on le voit à la tête de la dame, que ça la met de mauvaise humeur de devoir lire du flamand. Il a aussi photographié des grandes célébrités de son époque. Ici, Georges Simenon posant pour le musée Grévin. La statue de cire est à droite. Et même Pablo Picasso. Oui, Pablo Picasso fait également du comique visuel. Et on le voit sur sa tête, là, il est au summum de sa drôlerie. Profitez-en. Allez, on file à Liège voir Robert Doisneau. Chante un baiser. Chante un baiser. Merci Alex. Guillaume, nous avons la chance d'avoir avec nous dans la Grande Galerie l'un des meilleurs historiens et critiques d'art, Hector Obalk. Il nous parle régulièrement des grandes œuvres qu'il décrypte. Il est en place, c'est le 5 minutes chrono. Salut Hector, de quoi est-ce que tu nous parles aujourd'hui ? De Velázquez, peintre du XVIIe siècle.
Ali Badou me disait l'autre jour, c'est marrant, dès qu'on parle d'un artiste du XVIIe siècle, on le compare avec Caravage. Ce que j'ai fait d'ailleurs il y a un mois, je crois. Montre-moi les images. Vous voyez, j'ai fait un petit mur comme ça de tous les tableaux qu'on peut voir au XVIIe siècle. On va dire les choses comme ça. Vous voyez, il y a Caravage en haut à gauche, etc. Et en effet, on peut dire que allons voir l'artiste qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire il y a un mois, c'était Georges de la Tour. Georges de la Tour. C'est un Caravagesque. Caravage parce qu'il y a du clair-obscur, parce qu'il y a du noir et il y a du très clair et du très foncé, parce qu'il y a une sorte de sobriété avec une certaine de violence retenue. Bref, c'est un Caravage français. Si tout d'un coup on passe à l'autre, là vous avez un Caravage espagnol avec des claquettes, si j'ose dire, vous voyez, avec des couleurs un peu kitsch en bas par exemple, mais quand même cette même sobriété, etc. Et ce même contraste entre le extrêmement sombre et l'extrêmement clair. Et pourtant, dans l'extrêmement sombre, il va falloir être subtil. Parce que sinon, on ne verra pas la différence. Et on ne verra pas que l'œil est ouvert sous le capot. Et puis, enfin, il y a Velázquez. Et Velázquez, ce n'est pas un peintre caravagesque. C'est l'exception. C'est le grand peintre qui échappe à Caravage. Il y a aussi Rubens, mais Velázquez est mieux. En effet, le début de Velázquez est caravagesque. Ça, c'est caravagesque. D'ailleurs, je peux vous le prouver assez vite. Mais comparons le début de Caravage avec le Caravage de la maturité. Il y en a un, il est net, l'autre, il est moins net. On va dire les choses comme ça. Je remplace le tableau caravagesque de Velázquez par un tableau de Caravage lui-même. Et là, on voit bien la différence. On voit surtout le point commun. De quoi s'agit-il? À gauche, vous avez un Bacchus, c'est-à-dire un portrait du fameux dieu du vin et de toutes les extrémités, et de tous les abus. Et là, vous avez le dieu Mars de la guerre, n'est-ce pas? Mais à la fois, on voit bien qu'il a fait un double portrait. Donc ça fait 4 portraits. Pourquoi? Parce que là, vous avez le dieu Bacchus, certainement, puis vous avez aussi un jeune homme de 14 ans et demi qu'il a trouvé sympa, qu'il a trouvé mignon, et qui lui a dit, tiens, tu vas mettre un truc sur la tête, et c'est bon, tu vas nous jouer Bacchus. Il a donc fait un portrait contemporain de Caravage. Lui, c'est pareil. Hein. On voit très bien ce qu'il a fait. Il a demandé, je parle de Velázquez, il a demandé à un jeune madrilène, je sais pas, tiens, tu vas te lever de ton lit, tu vas mettre un casque sur la tête et tu vas ressembler au dieu Mars. Et donc on voit bien qu'il y a un double portrait, vous voyez. Donc il y a cette intelligence et ce recul par rapport au portrait que peut-être n'avaient pas des peintres du XVIe siècle. Allons voir le Mars en question. Et surtout quand je fais des gros plans, on voit bien, il y en a un, il est dans la grande finesse, dans ces virgules d'ombre là qui font les aisselles, dans la grande finesse d'une peinture extrêmement léchée et extrêmement précise, et puis l'autre, il est dans l'à peu près. Il est dans le comment dirais-je, dans le repentir, dans le fait qu'il a fait son trait ici, puis il a dû le changer pour être là, etc. On même l'impression que c'est un peu de la boue quand on est de près. Quand on est de loin, pas du tout d'ailleurs. Mais ça, c'est intéressant. Moi, je suis pas pour le net, je suis pas pour le flou, je suis pas pour l'académisme, je suis pas pour l'anti-académisme. Moi, je pense que chacun peint comme il peut par rapport à ce qu'il a à dire. Et donc, je vais quand même vous défendre Velázquez. Et on y va sur Velázquez. Et après cette petite introduction, déjà je vois que, vous voyez, le visage il n'est pas seulement sombre, il est plutôt indéfini, vous voyez. Mais exactement là il se trouve qu'il y a beaucoup de lumière, mais la personne qui se trouve un peu là-haut, je vois bien que je ne vois pas son visage. Mais je vois un regard, je vois quelque chose qui est sans doute sous ses cheveux, sous sa casquette. Je vois et bien là c'est la même chose. Il a peint la personne comme s'il la voyait de loin. C'est important comme point. On va y revenir. Montre-moi, parce que peut-être que je ne vous ai pas assez convaincu, donc je vais vous montrer un autre tableau de Velázquez. Vous allez mieux comprendre et je vais développer mon point. Là, vous avez un portrait imaginaire d'un philosophe, voilà. Il s'appelle Démocrite, je crois. Et si tu regardes de près le visage, là, on voit, c'est incroyable comment c'est peint. C'est pas du flou, c'est pas du net, c'est du flou net, vous voyez. Je m'explique. Regardez un peu la subtilité avec laquelle on passe insensiblement de la paupière au sourcil et du sourcil au front. Dans la réalité, c'est jamais comme ça, je suis désolé. Je prends ce jeune homme qui est à côté de moi, je vois bien, il a son visage qui est là, si je mets mes yeux dessus, on passe absolument pas insensiblement du front au sourcil, pas du tout. Ni chez moi, ni chez personne. Mais moi, c'est moins beau parce que j'ai des cheveux blancs. Alors que là, c'est insensible. C'est-à-dire que là, il y a une variation. Dans la réalité, il n'y a pas cette variation. Alors pourquoi il l'a fait? Pourquoi il l'a rajouté, cette variation? Pourquoi il a ajouté ce fait qu'il y a un moment où on ne sait pas si on est dans le front ou si on est dans le sourcil? Descends un petit peu, je vais vous le dire. Parce que là, c'est admirable pour moi comme peinture. Quand on est de près, je veux dire près de la peinture, n'est-ce pas? Comment vous pouvez deviner que là, il a réussi à faire les dents? On voit très bien que c'est les dents. Mais là, on les aurait jamais vues, les dents. Ni le reflet
sur les yeux, sur les lèvres, ni le comment dirais-je, le morceau d'air qu'il peut y avoir derrière la moustache. Il y a la moustache qui est là, et puis il y a un bout d'air qui est quand la moustache s'écarte du visage, si j'ose dire. Et là, pourquoi ce serait tellement mieux de voir ça chez lui alors que c'est pas comme ça dans la réalité? Eh bien, c'est pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure. Il a peint les choses comme si elles étaient loin de vous. Et quand les choses sont loin de vous, tout se mélange un petit peu. C'est-à-dire qu'il a peint, et c'est là est son génie, avec la plus grande précision possible, l'imprécision naturelle de notre vision naturelle des choses. Et c'est ça qu'il a fait. Et c'est ça qu'il a inventé. Il ne s'est pas rapproché des objets pour dire voilà, je te les peins. Non. Il a essayé d'être fidèle à ce que les yeux voient quand ils sont loin des choses. Et là, ça lui donne une profondeur. Mais j'ai un deuxième argument. Un deuxième argument qui va vous faire voter pour Velázquez. C'est que y a des gens qui viennent me voir souvent, des jeunes. Tiens, j'aimerais bien copier Velázquez, c'est un si grand artiste. Je leur dis, tu peux, hein. Mais c'est pas la peine. Tu n'y arriveras pas. C'est trop difficile. Si tu veux imiter quelque chose, fais Fernand Léger, je sais pas. Mais pas Velázquez. Et il y en a, ils le font quand même. Ils ont bien raison d'ailleurs, ils font ce qu'ils veulent. Et il y a un artiste notamment, c'était pas à mon époque, c'était 8 ans après ce tableau de Velázquez, il a tenté de faire un truc, une copie si vous voulez. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Il n'a rien compris. C'est tout net, c'est tout propre. C'est pas que c'est mal peint, c'est pas que c'est laid, c'est juste que tout d'un coup c'est mort. Ça veut dire que c'était quoi l'avantage du flou vélasquezien? C'est que il était fidèle à ce qu'il y a dans un visage qui est quoi? Eh bien le visage, ça bouge quoi qu'il arrive. Les yeux, ils pleurent ou ils sont humides. Ça palpite partout, vous voyez. La peinture, c'est toujours immobile. Et donc il fallait jouer avec ce médium peinture qui donne des choses que fixes et pour essayer de restituer la vivacité d'un visage. C'était Velázquez. Merci. Bravo, bravo Hector Robalc. C'est passionnant. Viens nous rejoindre, Hector. C'est génial, Guillaume. Ah oui, bravo. Et c'est très impressionnant. Donc ça n'est pas du flou, ça n'est pas du non, net. C'est un flou net que j'ai inventé. C'est un flou net, donc l'invention d'Hector Robalc. Et donc, alors qu'en fait, il était juste myope, c'est tout. Non, je rigole. Comme Vermeer. Il n'a rien compris. Il a rien compris. Il a très très bien compris, au contraire. Guillaume, on va parler d'un peintre que vous avez incarné sur grand écran. Dans le film de Daniel Thompson, ouais. Dans le film de Daniel Thompson, Paul Cézanne. Paul Cézanne. Mais d'abord, l'actualité de la culture, comme chaque semaine, c'est dans la Petite Galerie et c'est signé Karim Rarbage. De la neige, de la sculpture et de la récup. Alors la poussière, je la conserve au froid pour la traiter en fait. Petit récap de ce que l'art a fait de plus fou cette semaine, c'est la Petite Galerie. Et on commence avec le faux lolo, sortez les doudounes. Cette semaine, on suit le compte de Simon Beck, un artiste britannique. Simon, il fait du snow art, il dessine dans la neige et avec des raquettes de rando, des formes géométriques immenses. Époustouflant, on sait pas comment il fait pour s'y retrouver dans de si grands espaces, mais apparemment, il utilise cette petite lunette style Terminator, et niveau cardio, il plaisante pas, il fait largement ses 10 000 pas par jour, vu qu'il termine ses dessins en une fois. Bon, globalement, ses œuvres, elles passent rarement la fin de la semaine, donc il immortalise tout en photo. Sauf que Simon, il est hyper doué en snow art, mais en photo, il n'y a plus personne. Sérieux, il n'y en a pas une qui est cadrée correctement. Bon, ça fait son charme, il est nature, c'est notre faux lolo de la semaine. Et on continue avec l'incruste. Cette semaine, on passe une tête dans le grand atelier de Lionel Sabaté, un artiste un peu à part. Ouais, Lionel, il crée toutes sortes d'œuvres avec des matériaux improbables. Eh oui, c'est bien de la poussière. Lionel, il travaille ce médium depuis de longues années et avec ça, il crée des sculptures comme ce petit oiseau, ce grand loup hyper stylé ou encore cette série de portraits. Je fais pas ça pour choquer en fait, je fais ça plutôt pour se questionner sur le monde qui nous entoure. C'est assez fou et disons-le un peu perturbant. Faut pas être asthmatique à une expo de Lionel, mais derrière ces œuvres surprenantes, il y a une réflexion sincère. On a tous un petit morceau de nous dans une poussière, c'est quelque chose qui n'appartient à personne. Qui pourtant nous représente tous. Et il va encore plus loin dans la récup. Il travaille une autre matière assez singulière. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner de quoi est faite cette œuvre incroyable. Vous l'avez ?
Eh ben, cette œuvre, elle est constituée uniquement d'ongles coupés et de peau morte. Sur une pièce comme ça, il y a 1 million de peaux mortes. 1 million. Ouais. Bref, tout ce que vous videz du siphon de la douche, ça peut intéresser Lionel, mais rassurez-vous, niveau odeur, on est clean, il a tout traité, tout est passé au froid et à l'alcool. Il y a un petit pourcentage de personnes qui sont vraiment dégoûtées, quoi, qui sont dérangées. Alors là, ça m'embête. Surprenant, et pour se fournir, il va pas dans des enseignes traditionnelles, il n'y a pas de rayon peau morte chez Cultura. Ce sont des peaux que je récupère chez des podologues. C'est des sacs qu'ils me gardent. Trop bien. Et Lionel, il a la reconnaissance du monde de l'art puisqu'il est finaliste pour le prix Marcel Duchamp. On croise les doigts pour lui. Et on termine avec la dinguerie. Aujourd'hui, on vous présente une légende vivante de la sculpture contemporaine, Carol Fuhrman, américaine, une pionnière de l'hyper-réalisme. Bluffant, Carole, elle sculpte dans toutes les tailles et avec énormément de techniques différentes. Elle modèle du plâtre, elle fait des moulages corporels sur des gens qui ne sont pas claustro, elle peint, elle vernit, elle fait fondre du latex et pour ses œuvres massives, elle manipule en toute détente du bronze en fusion. Et comme elle est sympa, elle partage même ses tips dans des petits tutos YouTube et en exclu pour la petite galerie, elle nous donne en interview son secret ultime. Ma carrière est directement guidée par l'astrologie. Et quand la Lune entre en vacuité, c'est mort. Je ne démarre rien à ce moment-là. Mais quand Mercure est en rétrograde, vous pouvez tout faire, surtout les nouveaux projets. Ok, merci pour le conseil. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. La petite galerie, merci Karim. Notre deuxième invité est l'un des meilleurs spécialistes du peintre Paul Cézanne. Il est le directeur du musée Granet à Aix-en-Provence. Aix, la ville natale du maître Paul Cézanne. Bruno Elie est dans la Grande Galerie francophone. Bonjour et bienvenue Bruno Elie. Vous venez de consacrer une immense exposition à Paul Cézanne à l'occasion des 120 ans de sa disparition à Aix-en-Provence. Et vous dites qu'il a inventé une nouvelle peinture. C'est un révolutionnaire, Paul Cézanne, mais le révolutionnaire peut-être le plus discret. Pourquoi ? Parce qu'il est resté petit bourgeois dans sa vie quotidienne et qu'en réalité, sa peinture n'a pas été ni du tout comprise, ni du tout admise à son époque, parce qu'il était trop en avance sur son temps, et qu'il a fallu la génération suivante, celle de Braque, celle de Picasso, celle de Matisse, pour que l'œuvre de Cézanne prenne toute sa dimension et qu'il devienne petit à petit un des grands maîtres de l'art occidental. Alors justement, l'un des grands maîtres de l'art occidental, Picasso a même dit de lui, Paul Cézanne est notre père à tous. Pourquoi et est-ce qu'il avait raison ? Alors, il a à plusieurs reprises dit que Cézanne était un de ses parents. Il a même dit « Je suis le petit-fils de Cézanne » en se frappant la poitrine un jour. Et d'ailleurs, l'appellation qu'il donnait à Cézanne, c'était « Monsieur Cézanne ». Et c'était le seul artiste de toute l'histoire de l'art qui avait droit à ce titre. Par Picasso. Il y a Hector qui nous expliquait il y a quelques semaines ce qu'était la peinture de Cézanne, mais j'aimerais vous entendre, vous, on va voir quelques-unes de ces toiles apparaître sur l'écran. Qu'est-ce qui fait sa particularité et en quoi est-il proprement unique et en quoi est-ce qu'il y a un avant et un après Paul Cézanne ? Ce qui va faire sa particularité, c'est qu'il va dépasser l'impressionnisme. C'est-à-dire que l'impressionnisme est déjà considéré en son temps comme une œuvre révolutionnaire, au sens où elle remet en cause tous les acquis, tout l'art académique. Donc on est à la fin du 19e ? Oui, à la fin du 19e siècle. Et avec ses amis, Renoir, Monet, Pissarro, il va s'initier à la peinture impressionniste, mais il ne va pas s'en contenter. Oui. Il dit qu'il veut faire de l'impressionnisme un art solide et durable comme l'art des musées. C'est-à-dire lui donner une autre dimension, dépasser aussi l'impressionnisme. Et il va plus loin que l'impressionnisme. Qu'est-ce que ça veut dire aller plus loin que l'impressionnisme ? C'est-à-dire lui donner un sens que n'avait pas la peinture impressionniste. Et ce sens-là, c'est celui du classicisme. Cézanne dit « je veux faire du Poussin sur nature ». Donc l'œuvre de Nicolas Poussin, le peintre du XVIIe siècle, alliée aux expériences les plus contemporaines de l'impressionnisme. On va revoir une image qui est magnifique, c'est celle d'un tableau où il y a des fruits. C'est une nature morte, on voit des fruits. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a de plus que des fruits ?
parce que c'est poire, on dirait des poires, ou peut-être une pomme, mais c'est pas qu'une poire. C'est une œuvre que Cézanne peint vers 20-25 ans. À l'époque, il est encore en devenir et pourtant, il est déjà révolutionnaire parce qu'il utilise le couteau à palette. Et le couteau à palette, c'est cette petite truelle qui sert plus à sculpter finalement qu'à peindre et qui lui permet d'inventer quelque chose de nouveau dans la peinture, tellement nouveau qu'évidemment, quand il présente de telles œuvres aux grandes expositions, évidemment, il est refusé. Il est refusé au salon officiel. Oui. Il sera toute sa vie refusé au salon officiel. Donc Cézanne sera totalement incompris de son époque, sauf par quelques jeunes artistes dont j'ai parlé, et aussi quelques marchands. Ambroise Vollard, par exemple, qui sera celui qui, vers 1895, fera connaître Cézanne et diffusera l'œuvre de Cézanne dans sa galerie de la rue Laffitte. Nathalie? Il était quand même de l'exposition de 1874 avec Renoir, avec Monet, où justement le terme impressionniste est né, non? Il a exposé 2 fois sur les 4 expositions impressionnistes, 1874 et 1877. Et on peut dire que dès cette époque-là, il a conscience que l'impressionnisme n'est pour lui qu'une étape, n'est qu'un moment. Et il n'est pas content vraiment de sa période strictement impressionniste. Et ce qui frappe toujours dans l'œuvre de Cézanne, c'est sa construction. C'est cette architecture qu'il donne à la peinture. Et ça, c'est ce qui fait évidemment la différence avec l'impressionnisme. Prenez un tableau de Monet que j'adore, le Chant de Coquelicot. La forme a tendance à se dissoudre dans la couleur. Oui. Alors que chez Cézanne, la couleur est toujours évidemment la chose essentielle, mais elle structure, elle donne une architecture à la peinture. Donc c'est ce qui fait aussi la différence, c'est ce qui va séduire Matisse, Picasso, c'est cette dimension de classicisme retrouvée au travers de la peinture. Alors Guillaume, vous avez interprété donc Cézanne dans Cézanne et moi, le film de Daniel Thompson. Vous étiez mis dans la peau du peintre jusqu'à apprendre ses gestes dont on parlait à l'instant, son trait, son accent aussi. On regarde un extrait. Tiens-toi comme une pomme, Gabriel, ça ne bouge pas une pomme. Tu y arriveras un jour, tu crois? Tu gigotes sans arrêt. Tu y arriveras à m'appeler une fois, Alexandrine? Gabriel, c'est dans ma tête. Pas que dans ma tête. Et ton père? Increvable. Tu lui as parlé? Paul, il faut que tu lui dises. Il a quoi, 6 ans, le petit? Et Hortense, comment elle vit ça, Hortense? On n'a rien à foutre d'Hortense, moi tu la vois. Alors comme ça, tu trouves ça plus chic, Alexandrine? Mais arrête de bouffer, ma nature morte. Ah ben ça y est, le ciel est gris clair. Qu'est-ce qui vous a touché dans le fait d'incarner Cézanne et qu'est-ce qui vous touche dans son œuvre, Guillaume? Vous avez le temps? Oui. Non, qu'est-ce qui me touche? C'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, qui savait ce qu'il recherchait et qui n'y arrivait pas. Et qui, pendant des années, n'a pas réussi et ça le rendait dingue. Mais dingue. Et il y avait de quoi. Dans ses lettres, c'est limpide. Il sait très bien ce qu'il veut. Mais vous avez une phrase dans le film qui est assez géniale. Je voudrais peindre la fluidité de l'air, la chaleur du soleil et la violence des rochers. Oui, mais c'est ce qu'il fait. C'est ça, Cézanne? Oui, il y arrive, mais il y arrive avec une économie. C'est Pissarro qui l'a beaucoup aidé en disant calme. Calme. Et oui, calme. Et il a mis du temps. Et c'est vrai que l'évolution de l'épaisseur de peinture des toiles de Cézanne entre les premières toiles et les dernières, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on passe de plus d'1 centimètre à pratiquement plus rien. Il y a même beaucoup de réserves dans les dernières toiles. Mais c'est un début qui, en effet, est ancré chez les classiques, que ce soit Poussin ou le Titien, mais il est impressionnant. Moi, ce qui me bouleverse chez lui, là, pour le coup, dans l'aventure humaine, c'est un type qui sait ce qu'il veut et qui n'y arrive pas. Hector Robalcin. C'est un génie pour un certain nombre de choses, peut-être pas tout. Pour moi, c'est un génie dès qu'il y a des arbres qui bougent devant des montagnes. Et la façon dont il peint chacune des feuilles, et tout d'un coup il peint le trou qui est entre les feuilles, tout ça, ça fait quelque chose qui module et qui est plus agité même, je dirais, et plus vivant que chez Monet. En revanche,
Il y a un problème au niveau du dessin. C'est un os de la couleur, pas du dessin. D'abord, il dessine extrêmement mal, et c'est extrêmement maladroit. Et d'ailleurs, mais là, vous jouez la provoque, mais ça reste un génie. Oui, mais comment dirais-je, il y a des gens qui ont une grande palette d'écriture. Lui, il n'a pas une grande palette, il a une petite palette, ou plutôt une énorme, une très profonde palette pour un certain nombre de choses. C'est pas pour rien. Tout d'un coup, il y a des artistes qui ont toutes les compétences. Je finirai juste là-dessus. On peut dire que Monet, il n'y a pas beaucoup de personnages, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il est bon dans le paysage. Et puis voilà. Puis l'autre, il n'est pas bon dans le nu. Et puis c'est comme ça. Voilà. Les joueurs de cartes, c'est pas mal quand même. Ouais. Bruno Elie. Oui, ça c'est vrai que Cézanne n'est pas un virtuose. Ah, voilà. On est tout à fait d'accord. Voilà. Mais faut-il être virtuose pour être un grand génie? Je ne le pense pas. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est souvent le cas contraire, pas toujours, mais ça peut arriver. Et de ce point de vue-là, le besogneux Cézanne a réussi à se transcender. Et c'est là, c'est ce qui était dit tout à l'heure, c'est ça la force de cet artiste. C'est qu'il est parti avec des moyens relativement limités pour arriver à un résultat éblouissant. Pour tout le monde, Cézanne, c'est une montagne, c'est la Sainte-Victoire. Il l'a peinte, repeinte, repeinte. La montagne Victoire et moi, nous fulminons. C'est une phrase de Cézanne. C'est une très belle Pourquoi phrase, cette montagne et qu'est-ce qu'elle dit justement de son art et de la révolution qu'il accomplit? Elle nous dit beaucoup de choses. Elle nous dit notamment qu'il est ancré dans son pays natal. Il est ancré dans cette Provence qui lui parle et qui l'inspire en permanence. À la fois, il n'a qu'une envie, c'est d'aller à Paris. Et puis quand il est à Paris, il ne veut plus qu'une seule chose, c'est revenir en Provence. Donc la montagne Sainte-Victoire, c'est le symbole même de cet ancrage dans son pays natal. Et cette force aussi de cette montagne. Cette montagne qui n'a jamais la même couleur. À chaque moment du jour, elle change. Et il a cette poursuite infernale de cette représentation. En fait, il va la représenter il la 80 représente fois. pas de manière réaliste. Il l'a représentée 80 fois, mais parfois c'est quasiment abstrait. Elle est toujours transcendée. C'est-à-dire qu'à la fois, il est capable d'être très proche du motif, et c'est sa force, mais en même temps, il dépasse le motif, et c'est aussi sa grande force. Margot, toi tu te plonges dans les archives pour la Grande Galerie francophone. Jingle. Cézanne, c'était notre père à tous, donc c'est ce qu'a dit Picasso. On l'a dit déjà beaucoup, mais il avait transfiguré l'impressionnisme, il était allé plus loin, il était quasiment déjà dans le cubisme. C'est ce qui fait qu'il a été assez incompris longtemps, refusé à l'Académie, et c'est que vers 60 ans qu'il a commencé à avoir une forme de reconnaissance. Bon, après, tout le monde s'en est réclamé, bien sûr. Le XXe siècle l'a unanimement adulé. Enfin, presque, il y a une personne qui n'aimait pas Cézanne. Le peintre le plus mauvais de la France s'appelle précisément M. Paul Cézanne. C'est le peintre le plus maladroit, le plus catastrophique et celui qui a plongé l'art moderne dans la mer sublime qui est en train de nous engloutir à tous. Ça paraît fou d'entendre un génie en agonie, un autre comme ça. Hein. Évidemment, bon, c'est du Dali, hein, Tony Truant, des définitifs comme ça, mais c'est pas que du théâtre, parce que lui, Dali, ce qu'il aime, au fond, en peinture, c'est le classicisme. Il aime Ingres, Velázquez, un peu comme toi, Hector. Et c'est finalement l'artiste le plus loufoque du XXe siècle qui se révèle le plus académique. Il va aller plus loin dans cet archive de 71. Écoutez. Il y a une chose qui est très significative, c'est que les enfants vous aiment. Ah, ça, il se peut, mais une chose est certaine, c'est que moi, j'aime pas les enfants. Je sais. Quand ils sont tout petits, j'ai horreur. Mais il y a une chose que je déteste beaucoup plus encore que les enfants, c'est les dessins des enfants. Et c'est pour ça qu'il faut en revenir à 16 ans, parce qu'il y a une espèce d'enfantillage suprême et de maladresse que dépasse même ceux des enfants. Voilà, les toiles de Cézanne seraient pires que des toiles d'enfants. Bon, ça paraît fou. Cézanne lui disait ne soyez pas critique d'art et faites de la peinture. Ils s'en foutaient de l'académisme. C'était un voyant, il voulait observer. Dali, c'était un génie aussi, bien sûr, mais est-ce que c'était un grand peintre? Alors, sur Salvador Dali, si l'on peut dire quelque chose... C'est qu'il savait extrêmement bien dire du mal. Et c'est la méthode Coué, c'est-à-dire qu'il se prononce pour être le plus grand peintre du monde. Oui. En réalité, quand on regarde sa technique picturale, elle est bien, elle est satisfaisante, elle est correcte, mais elle n'est pas époustouflante. Bruno Elie, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas encadrer les tableaux de Cézanne? Un tableau, normalement, c'est une toile qui est dans un cadre.
et ça ne marche pas pour Cézanne. Pourquoi ? Je pense que je ne le verrai pas parce que je suis trop vieux, mais je rêve d'une exposition où les œuvres de Cézanne soient sans cadre et non vernis. Parce que on découvrirait un nouveau Cézanne, parce que justement, dans l'inachevé, dans tout le non fini qu'à la fin de sa vie, il va laisser sur ses toiles, il y a comme une vibration... Il laissait une bordure... Des parties non peintes. Des parties non peintes sur la toile. Des parties non peintes, ça veut dire qu'il n'éprouve plus le besoin de terminer le tableau, de finir le tableau. Et là aussi, il rompt avec la tradition. Donc c'est quelqu'un d'exceptionnellement en avance sur son temps et qui fait qu'on ne pouvait pas admettre une peinture à son époque devait être une toile recouverte de couleurs. Bien sûr. Et là, ces blancs qu'il laisse, eh bien évidemment, Matisse, Picasso vont s'en emparer par la suite. Vous aurez le dernier mot, Guillaume Gallienne. Ah oui, carrément. Ouais. C'est surtout que lui m'émeut alors que Ingres ne me donne pas une once d'émotion. Bon. Voilà. On va quand même applaudir. Que... Merci infiniment à tous d'avoir participé à cette émission. Merci. Guillaume, je rappelle donc ce livre, Le Buveur de Brume, qui est publié chez Stock dans cette très belle collection Ma Nuit au musée. Et pour tous ceux qui veulent découvrir KI, ils la reconnaîtront et vous l'aimez. Et du coup, nous aussi. Bruno Elie, merci infiniment. Conservateur en chef du musée Granet à Aix-en-Provence. Merci d'avoir partagé votre passion pour Paul Cézanne. Merci Hector. Tous les lundis soirs sur la scène du Théâtre Libre à Paris pour se plonger dans les secrets de la peinture. Merci les amis. Merci à vous de nous avoir accompagnés. On va terminer comme chaque semaine en musique. Je vous rappelle que vous pouvez revoir l'émission en replay sur l'appli TV5 Monde Plus et quand vous voulez sur les réseaux sociaux. Guillaume, vous avez choisi la bande originale d'un film génial. Tout feu, tout flamme, Jean-Paul Rapneau. Oui, parce qu'il vient de sortir un livre, Jean-Paul Rapneau, et j'aime beaucoup cet homme et son cinéma. Et c'est vrai que la musique originale de Tout feu, tout flamme, composée par Michel Berger, est une sublime musique de film. 8 films, beaucoup de chefs-d'œuvre parmi ceux-là. Jean-Paul Rapneau, et on termine donc avec Tout feu, tout flamme. Eh bien, je ne connaissais pas, grâce à vous, je connais. Merci Guillaume. J'ai passé 2 heures à improviser dessus hier. Ça fait à peu près ça. Merci Charlie.